comme tu avais prévu. Et moi, je suis souvent en direct. Hein. C'est vrai, mais tu avais un thème, tu avais un sujet, tu voulais sans doute... Là, non, pas forcément. Tu m'as coupé dans mon thème. Non. Pas de ta faute. Non, mais j'allais l'avoir le thème. Hein. C'est de l'actu par rapport à maintenant. Mais là, Bah, vas-y, sur il y a plein de choses. Hein. Ah, mais maintenant, c'est l'actu avec toi aussi. C'est ça, c'est les éléments qui se rencontrent. Et on ne peut pas faire contre les éléments. Hein. Les opportunités, c'est comme ça, hein, Michel. Oui. Monsieur, moi, je ne combats pas tout ça. Hein. J'accepte justement les opportunités, les rencontres. Oui. Toi aussi. Oui. D'ailleurs, justement, je pensais à toi il n'y a pas très longtemps encore. C'est vrai. Parce qu'il y en a qui se sont demandé où tu étais. Et qui se sont dit, il est où Michel? Bah ouais, parce que j'ai mis des vidéos, je t'ai dit, j'ai mis des vidéos qui ont bien marché et des gens qui apprécient ce que tu dis. Donc il y en a qui, comme j'ai mis des vidéos, ils se sont dit, bah voilà, il est où Michel? Ah, puis d'accord ou pas d'accord, il y a des gens qui ont fait un bond en avant en termes de... Bonsoir Michel. Pour réfléchir, pour cogiter, etc. T'as préparé un texte ou? Non, j'ai quelques... Attends, je me rapproche un peu, sinon on n'est pas centré. J'ai quelques notes comme ça, mais c'est Je me rapproche un peu parce que sinon on n'est pas trop centré. Voilà. Michel, ça fait plaisir de te voir. Je pensais pas faire un direct, après tu m'as dit tu sais pas trop, mais en même temps on est là quoi. Et justement, il y a plein de sujets. Hein. Après, moi ce que j'aime bien, ce que j'ai mis de toi en vidéo, c'est quand on parle d'économie, c'est quand on parle du capitalisme. Et tout est histoire d'argent aussi. À la tienne. Oui. Ciao. Après un petit café. Je pense que beaucoup ont apprécié ce que tu disais par rapport au capitalisme et tout ce que les gens veulent faire pour que ça reparte quoi. Oui. Mais là, il y a une destruction d'emploi quoi. Donc peut-être que je pense qu'avec la destruction de l'emploi, ça peut revenir. Tu penses que la destruction d'emploi elle est voulue? Comment ça? Dans quel sens? La destruction d'emploi elle est voulue, elle est organisée, elle est faite pour refaire repartir le capitalisme. C'est un procédé qui est utilisé peut-être. Ah oui, on est dans cette logique dans ce triptyque guerre, comment dire ça, crise. La guerre. Crise avec la baisse du taux de profit, baisse potentielle du taux de profit, saturation du marché mondial, et guerre derrière. Parce que historiquement, on l'a vu, les guerres, pourquoi elles sont là, elles aboutissent à quoi, pourquoi elles sont voulues, par qui elles sont financées, à qui ça rapporte. Donc historiquement, on sait où on en est à peu près, quoi. Oui, oui. On peut pas dire que la guerre elle est là par hasard, les guerres. Enfin. Non, il n'y a pas de hasard. Ouais. En histoire, il n'y a jamais de hasard. Voilà, donc Michel est là ce soir. Il y a quelques heures, je ne savais pas qu'il allait passer, mais il n'est pas là par hasard. Donc en histoire, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des nécessités. On est en histoire dans ce qu'on appelle la logique implacable du déterminisme de l'histoire. Ouais. Mais nous, on n'a pas décidé, ou on a décidé de naître pour venir à cette époque, parce que là, en fait, en époque dans laquelle on est, c'est quand même une sorte d'aboutissement, une sorte de fin, une sorte de... On est proche du mur, quoi. On est déterminé, en fait. Et le déterminisme, c'est pas de la passivité, c'est pas de l'abattement, c'est au contraire, c'est de l'automouvement. Le déterminisme, c'est les hommes qui font l'histoire, si tu veux. C'est les hommes qui font l'histoire, mais déterminés par des lois supérieures qui s'appellent les rapports de production. Et c'est arrivé quand les rapports de production depuis le début? Même à Rome, il y avait les rapports de production. Depuis toujours les rapports de production, oui. Depuis que l'homme est l'homme, alors. Ah oui, avec l'avènement de la valeur d'échange, avec la... comment dire ça? Les rapports de production, c'est par exemple la guerre de sécession, même si le général Lee était plus intelligent, le général du Sud était plus intelligent que les généraux du Nord, le Sud ne pouvait que perdre. Et pourquoi? Parce que dans le cadre du rapport des rapports de production, on était encore à l'époque avec un Sud qui était encore agricole, etc. Là, c'est au 19e? Oui, au 19e. Et la guerre entre les États-Unis et les États-Unis, sécession, enfin voilà. La guerre entre le Sud et le Nord. Ouais. Voilà. Et la guerre de sécession, et le Nord qui était déjà industrialisé. Et donc certains pouvaient même savoir qu'ils allaient gagner avant même que la bataille soit... Donc le Nord ne pouvait que gagner. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, ils vont sortir les meilleurs chars, les meilleurs tanks, le Panzer, qu'est-ce qu'il va y avoir, le Tigre. Ils
vont sortir les V1, ils vont déjà développer la technologie des missiles, des fusées. Ils vont sortir le premier avion à réaction. Ils ont le fameux Messerschmitt qui était bien supérieur aux avions alliés. Donc certains ont pu penser que l'Allemagne allait gagner. L'Allemagne pouvait gagner, mais le déterminisme de l'histoire, en fait, prévoyait qu'elle perde, elle ne pouvait que perdre. Ah oui? C'est parce que quand les Allemands ils sortaient un Panzer ou un Tigre, il fallait au moins 4 Sherman pour flinguer un Panzer ou un Tigre. Sherman, c'est quoi, c'est américain? C'est américain. Donc ça montre la supériorité des Panzers ou des Tigres allemands. Donc, ouais, mais il y avait aussi la Russie à côté, on va dire, parce que là on parle des Américains. Donc, la Russie, c'est une autre histoire, si tu veux. Okay. Mais le problème, si tu veux, c'est que les Panzers et les Tigres, ils étaient 4 fois plus forts, plus supérieurs aux Sherman américains. Seulement, au niveau justement du rapport de production, quand les Allemands sortaient un Panzer ou un Tigre des chaînes de production, les Américains, ils en sortaient des centaines, des milliers. Ah, au niveau de la puissance de production, les Américains étaient beaucoup supérieurs. C'est ça le rapport de production. Ouais, c'est ça le rapport de production. Et donc, ils pouvaient se permettre d'en perdre, mais ils en produisaient beaucoup. Ils en produisaient. Même s'ils perdaient 4 Sherman contre un Tigre ou un Panzer, ils avaient la capacité de sortir. C'est pareil pour les avions et pour tout le reste. Donc l'Allemagne ne pouvait que perdre, Hitler ne pouvait que perdre. Alors là, si on est parti en Troisième Guerre mondiale, tu sais qui va gagner alors? Si on part en Troisième Guerre mondiale, tu sais déjà qui est le gagnant. On parle aussi justement de l'armée européenne. Enfin voilà. Parce que l'Union européenne veut nous emmener en guerre contre la Russie. Ça, c'est de l'actu aussi, ça. Oui, ils veulent, quoi, mais en même temps... Et t'en parlais il y a quelques temps encore, justement du côté où l'Europe veut qu'on soit contre la Russie, l'Union européenne. Oui, la grande peur des États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie seule, oui, voilà. C'est l'Europe fédérée. Et De Gaulle, de son temps, dans les années 60, il avait très bien compris que ce qui effrayait les Américains, c'était cette Europe qu'ils voulaient mettre en place. Quand au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand De Gaulle va se rapprocher dans les années 60 de Adenauer, pour développer justement, mettre en place une Europe historique, l'Europe des nations, ça va effrayer complètement les Américains qui vont faire le forcing pour qu'effectivement il y ait un Jean Monnet, banquier américain, qui va tout faire pour mettre en place l'Union européenne, qui s'appelait à l'origine la CE, etc., Communauté économique européenne, mais qui va être en fait une Europe otanisée, l'Europe des États-Unis, en fait, l'Europe américanisée, si tu veux. Mais là, des fois, j'ai parlé précédemment, plusieurs fois, j'ai voulu faire parler pour avoir peut-être une précision sur ce que va devenir le capitalisme. Mais là, peut-être que ce n'était pas la bonne question. C'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, puisqu'on est sur une escalade entre l'Union européenne. Et là, l'Union européenne est seule maintenant. Il n'y a plus les Américains, seule entre la Russie et les États-Unis. Une Union européenne qui veut faire la guerre à la Russie. Est-ce que ça, c'est crédible? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas par rapport à ça. Ça peut traîner en longueur. C'est parce que l'Europe aujourd'hui, elle est encore sur les pas de Biden. Ouais. C'est l'Europe de Biden qui fonctionne encore aujourd'hui. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. C'est pas l'Europe trumpiste, c'est l'Europe Biden. D'accord. Mais Trump, il a d'autres visées vis-à-vis de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un peu comme le Vietnam. Ah ouais. C'est-à-dire quand les Américains, à un moment donné, ils ont estimé qu'ils avaient déjà dépensé suffisamment d'argent et que ça leur coûtait trop cher, à un moment donné, ils disent on sortir. Ouais. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que le Vietcong, que le Vietnam du Nord occupe le Sud. C'est pas en réalité, c'est pas le Vietnam du Nord qui gagne la guerre du Vietnam, c'est les Américains à un moment donné qui disent c'est bon, on a assez. Ça change la donne. On a assez dépensé comme ça de pognon et ça suffit, maintenant on se retire. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez venir occuper le Sud. Sauf que aujourd'hui, les Américains n'ont jamais perdu la guerre du Vietnam. Ils l'ont jamais perdu la guerre du Vietnam. Ouais. Ils l'ont gagné, parce qu'aujourd'hui, le premier partenaire commercial du Vietnam, c'est l'Amérique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme l'Allemagne. L'Allemagne est le pays le plus riche d'Europe. L'Allemagne.
Alors l'Allemagne a été complètement vassalisée. Alors, Ouais. l'Europe a été vassalisée pas seulement politiquement, économiquement, mais aussi culturellement. Ouais. Mais l'Allemagne a été complètement vassalisée. L'Allemagne, on lui a juste donné la possibilité de pouvoir continuer de produire des voitures, des Mercedes, etc. Donc d'avoir une stratégie industrielle au niveau automobile. Mais on l'a complètement culpabilisé à travers les procès de Nuremberg, de façon à ce que l'Allemagne ne puisse plus jamais définitivement avoir une quelconque possibilité d'autonomie stratégique, politique et économique dans le monde. Ouais. En dehors de la fabrication, de la production de Mercedes ou de... Ah ouais, elle a quand même été limitée au niveau de son aura dans le monde, quoi, sa possibilité d'expansion dans le monde. Elle n'en a plus. Ah. Donc, s'il y a une possibilité que l'Europe se fédère de nouveau, Oui. ça peut être que par la France. Si la France demain et la Russie se rapprochaient dans un partenariat commercial, industriel, technologique, sans doute que l'Allemagne suivrait derrière. Et c'est ça la hantise des Américains. C'est pour ça qu'il faut détruire la France, il faut détruire l'Europe, bien sûr, mais au sein même de l'Europe, il faut détruire la France. Donc la France est ciblée, là. La France est totalement ciblée. Je veux dire, la France, c'est la France du Concorde, c'est la France du TGV. Le concurrent aujourd'hui des fantômes américains, les F-18, les F-35, etc., c'est pas les avions russes. C'est le Concurrent de Boeing, comment il s'appelle non, là, au niveau des avions des Mirage, Ouais. comment s'appelle le dernier avion français là, actuel là. Les avions d'assaut, là. Oui, Les Rafales, non? les Rafales. Rafale. Le concurrent direct aujourd'hui des avions américains, C'est le Rafale. C'est le Rafale. Ouais. Vis-à-vis des fantômes, Ouais. des F-35, des F-18, etc. C'est pas les avions russes. C'est pas les Russes qui vendent des... C'est les Français. Et au niveau civil, tu as raison, le concurrent direct aujourd'hui de Boeing, c'est pas... c'est Airbus. Airbus. Donc même si la France aujourd'hui, elle a été reléguée au 7e rang mondial la France, elle n'est plus une puissance mondiale, elle est devenue, elle est même plus, on a même fait aujourd'hui même pas une puissance régionale, enfin mais elle a une potentialité en termes technologiques, etc. Elle a une telle histoire, un tel aura, ça a été une des trois. En 1970, dans les années 70, la France faisait partie des trois premières puissances mondiales. 70, c'est la Syrie, c'est la Libye, c'est l'Iran, c'est l'Irak qui sollicite la France pour la construction de centrales nucléaires. Ouais. C'est l'Irak va être modernisé par la France en matière de structures, d'infrastructures hospitalières, les ports, les routes, les hôpitaux, etc. Au même niveau au même niveau que l'Espagne. Mais qu'est-ce que font les politiciens? Ils travaillent pour les Américains, alors, pour détruire la France. La France a été, l'Europe a été totalement vassalisée et après De Gaulle, on n'a plus que des VRP du Pentagone ou des représentants de l'Union bruxelloise, Ouais. otanisés. Ouais. Il y a eu l'infiltration. La France, le président de la République, que ce soit le président allemand, français et autres, ne sont plus que des préfets de région pour représenter directement le Pentagone. Macron, c'est le représentant c'est le VRP du Pentagone à Paris, ou le représentant de l'OTAN de Bruxelles, otanisé à l'Élysée. Michel, tu t'éloignes, n'aie pas peur, hein. Voilà. Je veux pas que la caméra te mange, voilà. mais merci. Donc oui. comment va réagir l'élite européenne? Oui. Et c'est ça la question qui va se poser pour les années à venir, à partir de 2027 ou je ne sais pas, à partir des prochaines élections, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Une nouvelle élite qui est moins où il y a un sursaut de l'élite européenne Ouais. effectivement, dans le cadre du mondialisme de la marchandise, où l'Europe elle se ressaisit effectivement, il y a une possibilité d'un rapprochement à nouveau avec la Russie, etc.
ou c'est l'effondrement total de l'Europe. Pour l'instant, le rapprochement pour la Russie, c'est pas bien embouché. Hein. Pour l'instant. Non, mais il y a plein de voix qui s'élèvent aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent. Politiquement, ouais. Voilà, il y a des gens qui. Il peut y avoir un renouveau qui se mette en place. Ça peut. Il faut comprendre aujourd'hui que ce qui se passe avec l'Ukraine, etc., c'est où on va vers un effondrement total de l'Europe. Ça va être de pire en pire. Ou pas. Ou pas. Et si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si effectivement il y a un ressaisissement de l'élite européenne, à ce moment-là, c'est l'effondrement de l'économie américaine. L'enjeu, il est de ce niveau-là. C'est pour ça que la guerre est si féroce. C'est que si l'Europe se relève, stratégiquement, politiquement, économiquement, c'est l'économie américaine qui va s'effondrer, c'est le dollar qui va s'effondrer. Là l'enjeu pour les 2-3 ans à venir, c'est est-ce que c'est le dollar qui va s'effondrer ou est-ce que c'est l'Europe qui va aller encore plus loin dans l'effondrement. Bon, un peu tant qu'à faire, la question que je voudrais te poser, c'est est-ce que le président français, est-ce qu'il travaille pour Trump ou alors parce que s'il continue de foutre en l'air la France, enfin pour certains qui le disent, il peut travailler pour les Américains. Ou alors il travaille pour la France, mais il ne nous le dit pas, et finalement, s'il veut partir pour diriger l'Europe, peut-être qu'il veut... L'Europe d'aujourd'hui, elle est encore sur des bases... c'est Biden, l'Europe actuellement encore. Ils sont encore sur les traces de Biden. Avec quoi? C'est-à-dire qu'ils sont encore dans le... Ils sont encore dans la financiarisation totale, exacerbée de l'Europe. C'est-à-dire, ils continuent dans la production du crédit chimérique, etc. Et Trump n'a pas encore mis ça... Trump, il bifurque par rapport à ça. Ouais. Il comprend, Trump, il se rend compte qu'effectivement... Ouais. Parce que Trump, c'est le capitalisme industriel qui est en train de s'effondrer complètement parce que par rapport au capitalisme financier. Voilà. Et en Europe, c'est encore le capitalisme financier qui assujettit complètement le capitalisme industriel, d'où l'effondrement actuel au niveau de l'emploi, au niveau des industries, à tous les niveaux. Donc, voilà. Trump, il comprend, lui, qu'à un moment donné, il faut faire la part des choses. Dans Guerre de classe, dernièrement, il y a eu des interventions de Guerre de classe où il explique que Trump, il est en train de revenir à la valeur d'usage par rapport à la valeur d'échange. Parce que le capitalisme financier, la financiarisation à outrance, c'est la valeur d'usage, la valeur d'échange à outrance en fait. Ouais, c'est une impasse. C'est une impasse parce que c'est aller toujours plus loin dans le crédit chimérique, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Europe, notamment en France, avec la montée en flèche de la dette publique de la France. La dette publique de la France, c'est pas dû à une mauvaise gestion. Il n'y a pas de mauvaise gestion du monde économique dans le monde aujourd'hui. Ouais. La gestion est parfaite. Ouais. C'est parce que elle est voulue. Elle a été décidée. Il ne peut pas y avoir de meilleure gestion, mais dans le cadre de la financiarisation. Ouais. Quand on dit c'est mauvaise, on donne des excuses, des prétextes, et en fait, il n'a pas besoin d'en avoir. Macron, il n'est pas mauvais gestionnaire, il n'est pas plus mauvais gestionnaire que l'était. C'est simplement qu'on est c'est le capital financier aujourd'hui qui dirige, qui décide. Et la marche en avant du capital dans le domaine de la financiarisation ne peut conduire. Il y a des gens qui croient aujourd'hui qu'il y a deux économies en parallèle. Il y a l'économie réelle et l'économie virtuelle, l'économie factice, celle qui est liée au crédit chimérique, etc. Ce que les gens ne comprennent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est qu'en réalité le crédit chimérique, l'économie dite virtuelle, elle est au cœur même de l'économie réelle. Le système mondialisé aujourd'hui fonctionne de cette manière-là en fait, par le biais du crédit chimérique et d'économie virtuelle. Tout est relié. Hein. Tout est lié, tout est relié. Tout est lié, voilà.
mais je vais pas tout le temps te faire parler, hein. De toute façon tu peux parler un petit peu, mais je suis pas là pour t'attaquer non plus avec tout ça, mais en même temps ça fait un moment qu'on s'était pas vu avec Michel, donc là je le laisse faire un petit peu de pause, je veux qu'il intervienne s'il a envie d'intervenir, je veux pas le forcer, je veux pas le forcer, ouais, bien sûr, je veux pas le forcer forcément à chaque fois pour le pousser à... Mais ça faisait un moment qu'on s'était point vu et finalement on s'était retrouvés même pas mal de fois aussi dans les manifestations. Oui. Et il avait aussi pris un intérêt croissant aussi à positionner ce qu'il avait à dire, puisque je te filmais, je t'enregistrais. Et donc là, je lui ai dit avant qu'on commence, j'ai fait pas mal de morceaux très courts de ce qu'il a pu dire il y a quelques temps, il y a 6 mois, 1 an, même plus. Et c'est très d'actualité, puisqu'il nous parle déjà de l'Europe et de la Russie, l'Union européenne, la Russie. Et voilà, ça prend le temps de s'installer, mais on peut en avoir parlé il y a 2 ans, c'est toujours d'actualité, quoi. Puisqu'on est toujours là-dedans, dans ce système de capitalisme à outrance, avec non pas des erreurs comme tu disais, mais façon de faire. Il y a les BRICS par exemple. Les BRICS, les gens se posent beaucoup la question. Les sauveurs. Voilà, il y a des gens aujourd'hui qui disent il y a les BRICS, on va être sauvés. On va être sauvés, ouais. Il y a la Chine, il y a la Russie, c'est super. Poutine, c'est super. Est-ce qu'ils vont être sauvés alors? Non, il n'y a pas Poutine, c'est super. La Russie aujourd'hui, elle encaisse encore ses 50 années de vie en autarcie, de retard qu'elle a par rapport au capitalisme américain, par exemple. Oui. Demain, quand la Russie elle sera arrivée au niveau de développement que connaît aujourd'hui l'Amérique, elle sera aussi pourrie que l'est aujourd'hui. C'est parce que la Russie elle est plus archaïque aujourd'hui que ne l'est l'Amérique. Qu'on a l'impression que c'est une piste, une sorte de sauvetage, et en fait non, elle n'est pas aussi pourrie. On va être sauvé par Trump, on va être sauvé par Poutine, mais on est sauvé par personne. Aujourd'hui, je l'avais déjà dit une fois à l'occasion, c'est Garde de classe qui l'explique très bien. C'est Francis Cousin, il l'explique très bien. C'est qu'aujourd'hui, on a au sommet de tous les États dans le monde, on a au sommet de tous les États des classes capitalistes, en fait, qui dirigent et qui ne sont rien d'autre que des mafias étatiques qui sont prêtes, dans le cadre du mondialisme de la marchandise, qui sont prêtes à mettre en œuvre tous les moyens qui sont à leur disposition pour pouvoir perpétuer les privilèges de leur statut de classe dominante, de classe dirigeante. Voilà. Alors, en même temps, on est dans un bateau et que le bateau prend l'eau, ils vont fermer les niveaux inférieurs pour continuer d'exister au niveau supérieur. Voilà. Ce qui fait que être chef d'État, quel qu'il soit aujourd'hui, qu'il s'appelle Poutine, qu'il s'appelle Trump, qu'il s'appelle qui on veut, tous ces chefs d'État, finalement, ne seraient d'autres en fait que des chefs de gang, de mafia italienne, tu as déjà dit ça. Qui aujourd'hui, qui sont au sommet des États. Et ça va rien changer aujourd'hui par rapport à la Constitution. Les gens voudraient restaurer la démocratie, mais c'est la démocratie la démocratie qu'ils veulent restaurer, ça ne peut pas être autrement que la démocratie de la marchandise. Il faudrait sortir de ça. Il faudrait sortir de ça. La Constitution, les gens veulent voir une issue dans la Constitution, mais la Constitution, elle est née, elle est arrivée avec la Constitution et la démocratie sont arrivés avec l'agora de la valeur d'échange. Oui. Athènes. Dans le cadre du développement, de l'explosion du commerce du bassin méditerranéen et autour du croissant fertile, et qui va se prolonger par la suite avec les forums de l'Empire romain. Mais la Constitution et la démocratie disparaîtront avec l'abolition de la valeur d'échange. Tout ceci peut durer encore un certain temps, des décennies peut-être alors, puisque quelque part, jusqu'au bout, ils vont essayer de se maintenir à flot. Alors le problème justement, c'est qu'on est rentré dans une phase d'auto-invalidation. Le système ne va pas tomber parce que les gens ils veulent que le système il tombe. Ouais. Le système il va tomber parce que le système capitaliste il est justement confronté à des lois fondamentales qui sont des lois de vie mais aussi des lois de mort telles que celui de la baisse tendancielle de profit.
Le capitalisme, en fait, par le biais de la machine-outil, par le biais de l'automatisation, de l'informatique, etc., produit une masse de profit toujours de plus en plus importante, toujours de plus en plus grande, ce qui fait que les riches sont toujours plus riches, etc., les milliardaires. Mais dans le même temps, il a une contradiction fondamentale, c'est que par le biais de la machine-outil, l'automatisme, il est amené à produire une masse de profit toujours plus grande, mais qui fait chuter le taux de profit. Et c'est le taux de profit qui condamne historiquement le capitalisme, qui va le condamner à sa perte. Il y a une finalité. Parce que la machine-outil ne produit pas de valeur. La seule chose qui produit de la valeur, c'est l'exploitation du travail humain. Et si on exploite l'IA alors? C'est pareil, la machine-outil, la machine ne produit de la valeur qui n'est rien d'autre en fait que la valeur qui est cristallisée en elle par l'exploitation du travail humain, par le travail vivant. Mais la machine en elle-même, si on l'utilise pendant 4 heures, elle va s'user pendant 4 heures. C'est ça la différence, et c'est ça qui explique pourquoi est-ce que le capitalisme il s'est enrichi pendant des siècles par le biais de l'exploitation du travail humain. C'est parce que en l'absence de la machine, le capitalisme pouvait faire travailler pendant 8 heures ou même pendant 12 heures à certaines époques de l'histoire, y compris des enfants de moins de 10 ans, pouvait faire travailler par exemple 8 ou 10 heures ou 12 heures ou 15 heures tout en les payant que 5 heures ou 6 heures. Et voilà, c'est comme ça que ça va. Et ça, c'est en train de disparaître. Et l'autre problème, c'est que le capitalisme, dans le cadre parce que c'est un système concurrentiel, dans le cadre de la concurrence que se fait le capitalisme à lui-même, il est toujours obligé d'aller toujours plus loin dans la mécanisation, dans l'automatisation de la production pour pouvoir abaisser les coûts de fabrication, pour pouvoir battre le concurrent. Et en abaissant les coûts de fabrication, etc., il produit toujours plus, du même coup, en voulant produire dans un temps toujours plus réduit, il est amené aussi à produire toujours plus, et c'est cette masse qui conduit, en fait, à un moment donné, à une saturation du marché mondial. Oui, quand il y a trop de produits qui sont créés, mais ils peuvent les jeter aussi. Après, c'est comme trop de produits de consommation, ou même la nourriture, ils la jettent aussi. Mais ils les jettent, ils sont obligés. Oui, ils les détruisent. Les guerres, elles servent à ça notamment, à détruire une partie de ce qui a été produit en excédent, si on peut dire. Aujourd'hui, on a des millions de hangars. On a des hangars aujourd'hui dans le monde que les gens ignorent, dont on ne nous dit pas, on ne nous apprend pas, dans lesquels il y a des millions et des millions de voitures neuves qui sont là depuis des années, qui n'ont pas été vendues et qui ne seront jamais vendues. C'est catastrophique ça. Et le système aujourd'hui, il n'a pas le choix à un moment donné pour anticiper la rentrée de plus-value. Il va décider administrativement d'imposer la voiture électrique parce qu'il faut créer de nouveaux marchés, puisque le marché du moteur thermique, il ne marche plus aujourd'hui. Donc on va forcer les gens, on va les obliger par des mesures purement administratives, on va leur dire ça y est, c'était fini, vous allez être obligés de passer à la voiture électrique, d'acheter une voiture électrique. Donc on veut créer un nouveau marché avec la voiture électrique, avec les éoliennes, avec la photovoltaïque, toutes ces choses-là. Je vais laisser un peu Michel se reposer 5 minutes, mais je vous dis, on part sur Twitch en exclusivité. Et Michel n'est pas une machine, donc il est humain et il peut se fatiguer, comme nous tous. Mais vous pouvez nous retrouver sur un Twitch, parce que voilà. Et, je sais pas combien de temps il nous reste, mais bon, je pense que peut-être qu'on verra pas tout notre vivant. Alors, mais donc ce monde va être de plus en plus violent, je pense, par rapport à tout ça. Venez sur un Twitch, on vous accueille. Il y a un Twitch en exclu, on y va. Merci à tous. Vous êtes prêts à aller sur Twitch? Donc Michel, ça fait un moment qu'on s'est point vu. Donc on est sur une rencontre ce soir qui n'était pas prévue, mais très sympa. Mais après, au niveau de l'actu, ça continue comme avant, quoi. Le système continue de chuter, quoi. Oui, oui, bah, tout à l'heure, je faisais référence aux BRICS. Il y a des gens aujourd'hui qui disent il y a les BRICS, ils vont nous sauver. Ils vont nous sauver, Poutine va nous sauver. Les BRICS, c'est notamment l'Inde, le Brésil, la Chine. Évidemment, les autres. Mais si on regarde ces pays-là, la Chine, l'Inde et le Brésil, c'est des pays en ce moment qui sont en train de flinguer l'économie européenne.
l'Inde est en train de flinguer l'industrie pharmaceutique européenne et française. Ils sont pas là pour nous sauver alors. Le Brésil est en train de flinguer l'agriculture européenne et française. Mercosur. Avec le Mercosur, avec le CETA et le Mercosur. Et la Chine, elle va flinguer l'industrie automobile européenne. Ouais, les autos. En nous imposant en 2025, je sais plus, en 2030, je sais plus, en 2030, je sais pas à quel moment est-ce que les voitures électriques. Donc on va être submergé par des voitures électriques chinoises, vu que la Chine aujourd'hui c'est elle qui a la main mise sur l'extraction de ce qu'on appelle les matières rares. Là, voilà, donc ils ont les matières, ils ont maintenant leur propre système économique, nous à côté on est largués quoi. Voilà, donc chacun de ces pays qui sont les piliers des BRICS font leur taf, c'est-à-dire qu'ils roulent pour l'économie américaine. Ils font leur taf qui consiste en fait à flinguer l'économie européenne. Je vois pas en quoi est-ce que les BRICS sont en train de nous sauver de quoi que ce soit aujourd'hui par rapport à ça. Enfin, je sais pas, il faut que il y a une mauvaise compréhension. Il y a une mauvaise compréhension. Voilà, et donc parce que les BRICS, la Chine, le Brésil, tu as vu la Nouvelle-Zélande, je crois que c'est plus si c'est la Nouvelle-Zélande, il y a eu des accords commerciaux l'année dernière, je crois, il y a du lait, du mouton, enfin toutes ces choses-là qui nous parlaient. Oui, on avait déjà le CETA. Ils nous envoient du lait, Le CETA, donc ce sont des milliers et des milliers, centaines de milliers de tonnes de porc et de bovins qui nous sont fournis par le biais du CETA, donc par le Canada. Il n'y a aucune traçabilité. On interdit par exemple la farine animale en Europe, on a interdit la farine animale, on n'a aucune traçabilité sur avec quoi sont nourries les viandes bovines qui nous sont livrées en Europe par le Canada. Parce qu'il n'y a pas d'obligation de traçabilité au Canada pour la viande bovine ou la viande porcine, comme c'est le cas en Europe. Donc on est parti sur une désindustrialisation et en même temps, les agriculteurs maintenant, ils vont peut-être tomber aussi les uns après les autres. On importe du poulet à moitié pour l'Ukraine, du lait Nouvelle-Zélande. On a vu que pendant le conflit ukrainien, alors que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, l'Union européenne a donné son accord à l'Ukraine pour venir importer ses poulets en Europe. Donc on a un des hommes les plus riches d'Ukraine, un pote Zelensky, qui est à la tête de la production de poulet en Ukraine et qui est en train de flinguer la filière avicole française et en train de flinguer la filière avicole européenne. Ça continue sur la mondialisation et le côté où on va prendre moins cher ailleurs. Et en plus, c'est épouvantable, parce que si on avait une idée dans quelles conditions se fait la production, l'élevage des poulets. C'est déjà pas beau à voir en Europe. Avec les poussins déjà. Avec les poussins, etc. Voilà. Alors c'est pareil avec le Brésil, avec le Mercosur. Le Mercosur est passé. Au Brésil, ils sont nombreux. Le Mercosur est passé, le CETA est passé. Tout passe. Il faut que les gens ils comprennent que il y a la mort de l'agriculture européenne et française en particulier est programmée et qu'elle disparaîtra. Les agriculteurs, pour beaucoup, ils le savent. Le Brésil, c'est la moitié de l'Europe au niveau population. Le Brésil, ils sont plus de 200 millions. Le Brésil, c'est gigantesque. C'est des milliers de tracteurs, c'est des armées complètes de tracteurs en ligne. Il y a des photos où tu les vois sur des milliers d'hectares, ils avancent en ligne. C'est mort. On ne peut pas faire engager dans la concurrence l'agriculture européenne et française en particulier en face de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La compétition est déloyale. Enfin, par contre, on nous emmène dans des mystifications autour du réchauffement climatique ou ces choses-là. Ça empêche de parler des vrais sujets comme celui-ci. Voilà, sur le CO2, sur l'empreinte carbone, etc. Et ça empêche de parler, par exemple, de vrais problèmes tels que celui des pesticides. Moi, j'ai découvert par un reportage très sérieux fait par des journalistes qui ont mené une enquête très sérieuse sur le fait qu'actuellement, il y avait un phénomène de cancer qui touchait les agriculteurs en France. Oui, avec les produits de par les produits qui balancent dans l'agriculture. J'ai été effaré d'apprendre que c'est 140 000 tonnes de pesticides qui sont balancés chaque année en Europe. 140 000 tonnes. On mange aussi. Pardon? On le mange aussi. Alors 140 000 tonnes, ça veut dire qu'on est en train d'empoisonner la vie animalière et la vie humaine. On me dit que la France n'a pas signé le Mercosur ni l'Italie. Pardon? La France n'a pas signé le Mercosur ni l'Italie. C'est-à-dire? Il n'a pas été signé par la France le Mercosur.
On va voir ce que ça donne pour la suite. suite. C'est pas la France, c'est l'Europe qui décide. Ouais. C'est l'Europe qui décide. Et après, on fait valider les décisions de la Commission européenne, de l'Union européenne, toutes les décisions, le CETA, toutes les décisions qui ont été prises au niveau de l'Union européenne ont ensuite été validées par les parlements nationaux. On n'a pas voulu l'Union européenne, mais c'est quand même l'Union européenne qui décide. On n'a pas voulu l'Union européenne, c'est l'Union européenne, mais on nous a quand même imposé l'Union européenne. 2005, les Français ont voté majoritairement contre l'Union européenne, on s'est assis dessus, on leur a dit vous l'aurez quand même en 2008 avec Sarkozy. Et tout est comme ça. Et il y en a qui continuent de poser des bulletins, mais bon, avec de l'espoir aussi. Et oui, parce que les gens, oui, au niveau de la politique, mais les gens aujourd'hui, beaucoup se font encore avoir, ils sont pleins d'illusions. Il faut que les gens sortent, faut que les gens cessent d'être dupes des mensonges du monde qui sont rentrés en eux pour créer le mensonge d'eux-mêmes. Ouais. Les gens sont pleins d'illusions aujourd'hui vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis de la droite, vis-à-vis des partis politiques. Mais les gens ne voient pas en fait aujourd'hui que la problématique elle est autrement plus claire, plus radicale, plus nette. C'est où on va vers une abolition du capital, où on se fait avaler par le capital. La France a disparu comme pays, elle va disparaître comme État-nation. La politique c'est mort, le souverainisme c'est mort. Parce qu'on n'a pas vu une goutte, un millimètre de souverainisme revenir en France depuis le départ de De Gaulle, à moins qu'on me démontre le contraire. On voit bien depuis 50 ans, 60 ans, il n'y a pas eu un seul retour, un millimètre de retour d'un quelconque souverainisme ou indépendance nationale de la France après le départ de De Gaulle. Dans leur système, il faut qu'il y ait des guerres, des gens qui soient tués pour relancer le capitalisme. Mais là, les guerres, elles sont toujours présentes. Donc ils pensent relancer le capitalisme avec les guerres, avec la mort des gens. Les guerres, c'est le seul moyen de procéder à un partage du monde de manière militaire. Les guerres, la guerre, ce n'est rien d'autre qu'en fait qu'un prolongement sous une forme militaire de la guerre commerciale. Parce que la guerre commerciale, en fait, en temps de paix, c'est ce qu'on appelle le commerce international en temps de paix. Mais le commerce international, ça débouche toujours sur la concurrence commerciale. La concurrence commerciale débouche toujours sur la guerre commerciale, qui elle-même débouche à un moment ou à l'autre sur la guerre tout court. Ouais. Et donc la guerre tout court, la guerre militaire, n'est rien d'autre en fait qu'un prolongement de la guerre commerciale, de ce qu'est la... voilà. Et ce qu'a fait Trump récemment pour les droits de douane, t'en as pensé quoi? C'est pas le droit de douane, c'est parce qu'il se rend compte qu'aujourd'hui l'économie américaine elle est même en difficulté, que le dollar est en difficulté, et il veut revenir effectivement, comme l'explique Georges Claas, à la valeur d'usage. Il se rend compte qu'il y a une folie quelque part du système capitaliste à vouloir s'enfoncer toujours plus dans la financiarisation. Il faut peut-être aussi qu'il y en ait certains qui... Par la valeur d'échange. Il faut peut-être qu'il y en ait certains qui arrêtent de vouloir tout s'accaparer. S'il y a de plus en plus de riches, le système aussi va à sa perte. Il y a de plus en plus de riches. Je dis riches, très riches. Parce qu'effectivement, il y a une production toujours plus grande en fait, de la masse de profit. Mais ce qui plombe le système capitaliste et qui va l'amener à s'auto-invalider, c'est la baisse du taux de profit, c'est le taux de profit qui va le faire disparaître. Parce qu'il n'a plus de raison d'exister, à partir du moment que le taux de profit il a disparaître. On est rentré dans une crise terminale du système, qui est une crise, qui est une phase formelle du système capitaliste jusque dans les années 70. À partir des années 70, on est rentré dans une domination réelle, on est rentré dans une phase de crise terminale formelle, on va vers une crise phase de crise finale réelle. On n'y est pas encore là. On va rentrer dans la phase ça va prendre du temps. On va rentrer dans la phase de crise terminale du système capitaliste réel quand effectivement le dollar il va tomber, etc.
Le dollar, il peut tomber aujourd'hui à n'importe quel moment, l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les BRICS, c'est le monde capitaliste qui essaie de trouver une solution, un échappatoire à la valeur d'échange. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le dollar qui est appelé à tomber. C'est que derrière le dollar, c'est la crise de la valeur d'échange. Le dollar n'est que la représentation en instant T de la valeur d'échange à l'échelle monétaire mondiale. Et il y a une tentative du monde capitaliste, parce que la Chine est un pays capitaliste, parce que le Brésil est un pays capitaliste, etc. De vouloir essayer de trouver une issue possible à la valeur d'échange. Et si le dollar est en crise aujourd'hui en tant que valeur d'échange, ça veut dire que le gros problème qui se pose aujourd'hui aux BRICS, c'est que ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle autre monnaie, on va toujours être confronté à une crise de la valeur d'échange. Donc le problème il est là. Alors, je disais tout à l'heure que les BRICS sont en train de flinguer l'économie française et l'économie européenne, mais pas seulement. Je rappelle que le Brésil, la Chine par exemple, et l'Inde sont les 3 pays piliers dans le monde qui font partie des pays les plus pollueurs dans le monde. Entre parenthèses, du côté du Canada et des États-Unis, côté des pays les plus pollueurs que sont le Canada et les États-Unis, on retrouve ces fameux pays des BRICS. Ces fameux BRICS, tels que la Chine, l'Inde et le Brésil. Qu'est-ce que tu réponds à... J'ai une personne qui a peur que Macron revienne en 2027. Ceux qui sont en train de personnifier Macron, le faire un profil, qui ont peur de lui, quoi, de ce qu'il fait. Il y en a beaucoup qui veulent qu'il s'en aille et après ça ira mieux. Mais bon, c'est pas parce que lui s'en va que ça ira mieux. Non, ça ira pas mieux. C'est pas une histoire de volonté politique. Il n'est rien Macron en réalité. Parce que on lui donne plus d'importance qu'il a. On lui donne des pouvoirs qu'il n'a pas aujourd'hui. Macron, il est aux ordres de l'Union européenne, il est aux ordres de Bruxelles, organisé. Il défend les intérêts américains. Donc, défendre les intérêts américains aujourd'hui, ça veut dire détruire l'économie européenne et l'économie française en particulier. Pourquoi il a cédé Alstom Énergie à General Electric pour finir de flinguer la filière nucléaire française? Parce que la filière nucléaire française, dans les années 70, c'était l'Iran, le Shah d'Iran, qui proposait à la France qu'elle puisse acheter du pétrole iranien en francs et non pas en dollars, en échange de la construction notamment d'une centrale nucléaire. En France. Idem pour la Libye, idem pour l'Irak, et qui était intéressé par les technologies françaises. Et donc là, les Américains, quand ils apprennent ça, ils virent le Shah d'Iran et ils favorisent la montée des ayatollahs en Iran. C'est les Américains qui vont favoriser la montée des ayatollahs en Iran. Non, Macron il a dit qu'il pourrait revenir en 2032. En 2027 il peut pas. Je sais pas. Macron s'il revient c'est 2032. Parce qu'il se dit qu'il a envie de continuer, mais alors, on ne sait pas s'il va à l'Europe. Mais hier il a quand même parlé de son retour peut-être en 2032. Pas ce qui va revenir. Après, même s'il n'est pas là en 2027, il y a des équipes à lui qui peuvent continuer, quoi. C'est même presque les mêmes équipes. Enfin, il y a des gens qui veulent avoir un grand sauveur pour 2027, tu vois. Mais parce que de toute façon, si ce n'est pas Macron, que ce soit un autre, ça ne changera rien. Ça changera quoi, Macron est considéré aujourd'hui et jugé comme le pire de tous ceux qu'on a pu avoir. Oui, parce qu'au niveau continuité, il y a eu même aussi des dettes qui sont amplifiées et on lui dit tout est de sa faute. Mais quand on est avec Macron, les gens aujourd'hui pensent que Macron c'est le pire président qu'on a pu avoir durant toute la 5e République. Il a un comportement qui n'a pas forcément toujours sa fonction, donc il y a ça qui va avec. Alors. Mais quand avant Macron il y avait Hollande, les gens ont pensé qu'Hollande c'était le pire des présidents qu'on avait pu avoir durant toute la 5e République. Il y a ça aussi, ouais. Mais quand avant Hollande il y avait eu Sarkozy, à ce moment-là les gens pensaient que Sarkozy était le pire de tous les présidents qu'on avait pu avoir durant toute la 5e République. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il n'y a rien qui va changer. Après Macron, peu importe qui sera, il n'y a rien qui va changer.
Parce qu'aujourd'hui, le président de la République française, il n'a plus aucun pouvoir. Il n'est là que pour représenter une autorité, une puissance étrangère. Mais clairement, Michel, tu penses que dans notre vie à tous, plus ou moins tous, on n'a pas le même âge, mais tous, mais on va pas forcément voir la fin de tout ça de notre vivant, quoi. Ça peut prendre du temps. Ça va pas... Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent que ça se passe en 2027, ou même dès cette année, pour que ça change, ou à attendre Trump, Poutine, et qui se disent c'est maintenant. C'est le temporaire, c'est définitif, quoi. Ça prend le temps. Le conflit en Ukraine, mais le Covid, l'épisode du Covid, le confinement, Ouais. qui a vu l'arrêt de l'économie mondiale. Ouais, ça c'est grave. Le capital, Enfin, sans précédent. le capital en 2020, Ouais. en 2022, il ne pouvait pas dire je mets à l'arrêt l'économie mondiale. Et pourquoi ils l'ont fait, ça? Ils l'ont mis à l'arrêt, l'économie. Mais parce que le système, justement, il est en train de dire je suis en difficulté pour pouvoir reproduire la reproduction de mes conditions C'est en rapport avec ça, parce que j'en ai entendu dire, c'est parce que quelque part ils avaient peur de la Covid et ils ont dû arrêter parce que c'était tellement grave. Mais en fait, toi tu parles pas de ça, tu dis parce que quelque part, peut-être qu'ils ont fait un arrêt volontaire aussi. Un arrêt volontaire. Le Covid, c'est une mystification. Le Covid est venu dans l'immanence de la crise du système capitaliste. Oui, ça a couvert la crise. Alors, il y a des gens, bien sûr, sans doute derrière, qui ont été actifs par rapport à ça, qui l'ont amplifié. Non, le Covid a existé, mais le Covid, il s'est mis en place de lui-même. Ça a caché la réalité du système qui s'arrête. Le Covid s'est mis en place de lui-même. Le Covid s'est mis en place de lui-même dans l'immanence de la marchandise, du monde aliéné. Et quelque part, ça couvre beaucoup de choses, quoi. On ne voit pas les vrais effets, ce qu'il produit et tout ça, quoi. Les vraies sources des problèmes, quoi. Le Covid, c'est le moment où le capital il dit je ne peux pas continuer à produire. Ouais. Le marché mondial est saturé, donc j'arrête la production mondiale. Je ne peux plus écouler la marchandise qui est produite. Il faut comprendre que l'essentiel de la production était concentré en Chine. Ouais. C'est la Chine qui a arrêté de produire pendant le Covid. Les gens ne savent pas ça. Si la Chine a arrêté, c'est pas parce que le président Xi Jinping a décidé que la Chine devait arrêter de produire en cas de... C'est dans l'immanence de la crise du système capitaliste que la Chine s'est mise à arrêter. Donc c'est un instant vraiment grave, quoi, quand même, de notre histoire. Ben, c'est grave parce que le système il me dit je suis obligé d'arrêter de produire parce que le système ne peut plus fonctionner normalement. Ouais. Mais le Covid, il arrive dans la foulée de 2018, de l'émergence des Gilets jaunes, ouais. et surtout de l'émergence de l'arrivée des taux négatifs. Ouais. Les taux négatifs en 2018, c'est l'argent du loyer qui ne rentre plus. C'est l'argent, c'est les banques qui perdent plus d'argent à prêter de l'argent qu'à ne pas en prêter. Ouais, Wolf qui nous dit que ce n'est pas qu'une question d'économie. Précisez, ce n'est pas qu'une question d'économie. Alors les taux négatifs de 2018 arrivent dans la foulée du krach bancaire qu'on a connu en 2008. Ouais. Et ce qui arrive en 2008 est la conséquence de toutes les décisions qui ont été prises à partir des années 70, ouais. quand les Américains, les États-Unis décident de flinguer l'étalon or, de mettre en place le dollar comme nouvelle référence monétaire mondiale, de rendre le dollar flottant et avec les accords, à travers les accords de la Jamaïque de 71. Tout est lié. Voilà. Et on est rentré dans une crise dans les années 70 et mais c'est la guerre mondiale, en fait, elle commence déjà dès les années 70. Parce ouais, la crise. Les années 70, la crise de 70, c'est l'Europe, c'est la France, l'Allemagne et le Japon, les principaux pays belligérants durant la Seconde Guerre mondiale, qui voient leur balance commerciale retrouver leur équilibre dans les années 70. Et du fait que les pays, que la France, l'Allemagne et le Japon retrouvent leur équilibre, leur excédent même commerciaux dans les années 70, ils redeviennent un danger pour l'économie américaine. Ouais, oui, voilà. On retombe dans ce triptyque, crise, guerre, reconstruction, redémarrage.
Et donc, ce à quoi on assiste depuis les années 70, c'est la destruction de l'Europe, et en particulier l'économie française, comme si il y avait des bombardements, comme si on procédait par des bombardements. Sauf qu'au lieu de détruire par des bombardements la nuit, comme on le ferait en temps normal, si tu veux, traditionnellement, par exemple, Alstom Énergie, Ouais. On délocalise. on le refile à la General Electric. C'est la même manière de procéder. On vend, ouais. On le cède à une multinationale américaine. General Electric, c'est énorme. Mais c'est pas différent que si on décidait avec des bombardiers d'aller Oui, en temps de guerre, Voilà. en temps de paix. Ouais. Sauf que les États-Unis ne peuvent pas détruire l'Europe de cette manière-là avec des bombardiers. Ouais, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer comme ça ouvertement dans une guerre traditionnelle, si on peut dire, avec un comment dire ça, avec des pays qui ont été vassalisés. Moi, tout ce que tu me dis là, tout ce que j'ai compris depuis un certain temps, ça me dit qu'il faut agir, faire des choses parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'il faut un peu penser à soi parce que le monde va devenir de plus en plus compliqué avec des gens qui vont peut-être aussi être de plus en plus violents ou à la masse ou complètement HS, quoi. Parce que c'est dur, c'est pas simple. Non, mais c'est. Oui, il y en a qui cherchent du boulot, il y en a qui veulent en trouver, il y en a qui veulent travailler. Ça va de pire en pire. Ouais. Les choses vont aller de pire en pire. Ouais, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est comme une cocotte minute. Parce qu'il y a une histoire qui est spécifique et propre à l'Europe, qui fait que l'Europe elle pourrait exploser à tout moment. Et voilà. Et donc, il faut enfermer le prolétariat européen, l'enfermer dans des mystifications, dans des impostures, dans des mystifications. Mais sans parler du prolétariat, là il y en a quand même la destruction de la classe moyenne aussi. Alors la classe moyenne aussi, mais la classe moyenne... C'est ça qu'on appelle les riches souvent, pour ceux qui ne voient pas trop où sont les riches. Ils ne sont pas si riches que ça. Il y a la classe moyenne qui sont complètement enfermés dans la schizophrénie mégapolitaine. Mais la classe moyenne, elle ne pèse rien historiquement, d'un point de vue historique. Ouais. C'est le prolétariat qui pèse. Et donc aujourd'hui, il faut enfermer le prolétariat européen et français en particulier dans des mystifications autour du LGBTisme, autour de l'antiracisme, autour du réchauffisme. Justement, il y a des manifestations, c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui sont partis dans cette direction. Enfin, des manifestations qui tournent en rond, quoi. Et c'est des manifestations qui tournent en rond. C'est des manifestations qui débouchent sur rien parce que le LGBTisme, l'antiracisme même, etc., ou le migrationnisme, ces choses-là dans lesquelles on essaie d'enfermer des gens aujourd'hui, de les faire descendre dans la rue, pour ça, c'est vouloir entraîner les gens dans une guerre, mais sur un terrain sociétal. Et pas dans une guerre sociale. La hantise du capital, c'est qu'effectivement, il puisse y avoir un retour de la lutte de classe. Or, les Gilets jaunes de 2018, c'était un retour de la lutte de classe. C'était le retour de mai 68. Est-ce que ça peut revenir, ça? Ça va revenir sous une forme ou sous une autre. Peut-être que le mouvement Gilets jaunes revient. Mais il va revenir au sens... Alors ça, c'est important ce que tu dis, la question que tu poses, parce que les Gilets jaunes, ils vont revenir sous une forme ou sous l'autre. Peut-être qu'ils ne reviendront pas avec un gilet jaune sur le dos. Le problème, si tu veux, c'est qu'un mouvement social, radical, d'ampleur comme celui qu'on a connu avec 2018, avec les Jeux 2018, c'est jamais un mouvement qui est pur d'entrée, même s'il est d'un niveau très élevé de radicalité, en termes de radicalité. Ça veut dire qu'il a été poussé un peu par certains, manipulé. Un mouvement social est toujours en partie réformiste au départ. Les gens croient toujours à une réforme politique, à un geste des dirigeants, etc. Et en 2018, les gens voulaient quelque chose du gouvernement. Ils demandaient, et Macron, il n'a rien proposé. Il n'a rien proposé, pas parce qu'il ne voulait pas, parce que le capital, il ne peut plus rien lâcher aujourd'hui. Ça aussi, c'est révélateur. Ça, c'est important, parce qu'il y en a beaucoup après qui en veulent à Macron, mais en fait, c'est que derrière, ils ne peuvent pas. Le capital ne peut rien lâcher aujourd'hui. Le capital, C'est pour ça que Macron, il n'a rien lâché. C'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il ne pouvait pas lâcher quoi que ce soit. C'est pour ça que quand à un moment donné, il a dit je vais lâcher 1 milliard, je ne sais pas quoi, pour les Gilets jaunes, il a dit mais ça sera 1 milliard qui sera pas, il n'y aura pas 1 euro de versé de la poche des patrons.
il avait bien précisé ça. Ouais. Les entreprises, elles verseront rien du tout par rapport à... Donc on demandait, on proposait aux contribuables, aux citoyens français, d'autofinancer leur propre... mais ils proposaient Les Français, rien. Voilà. Donc il y avait une part très réformiste dans la demande des Gilets jaunes, et ils se sont cassés le nez. Justement parce que bon, il y avait la répression policière, bien sûr, Ouais. mais pas seulement. Il y avait aussi la gauche, l'extrême gauche, qui ont tout fait pour essayer d'entraîner le mouvement Gilets jaunes, justement sur ce terrain sociétal, avec l'antiracisme, le LGBTisme, contre Ouais. le réchauffisme, etc. C'est sans issue. Voilà, Ça a été un rouleau compresseur pour les détourner de... Et les mecs, ils ont arrêté de monter à Paris manifester parce qu'ils c'est ne un montaient piège. pas à Paris pour ça. Ouais, il y a beaucoup de gens ont dit ils ont eu peur de la matraque, mais ils ont été infiltrés aussi. Et il y avait autre chose, il y avait la gauche, l'extrême gauche qui essayait d'entraîner Depuis le début. le mouvement, voilà. Et le mouvement de radicalité sociale, il ne peut pas ne pas revenir, puisque la situation aujourd'hui, elle est encore pire que ce qu'elle était en 2018, Ouais. quand le mouvement Gilets jaunes a émergé. Donc ça pose une question qui est haute, qui est que le mouvement, il va revenir, mais il pourra revenir que sur une base de classe beaucoup plus intense, beaucoup plus radicale. C'est ça qui retarde le moment. Ça peut revenir plus fort. Ça va revenir plus Comme fort. un élastique qui se tend et après, il Ça fait une ne peut vitesse. que revenir plus fort. Mais ça nécessite que dans la tête Alors des plus gens, fort, ça va être dur. ils prennent conscience du niveau de radicalité qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut que les gens aujourd'hui, non seulement donc, ils arrêtent d'être dupes de tous les mensonges qu'on leur balance chaque jour, si tu veux, pour produire, pour créer en eux le mensonge d'eux-mêmes, pour les illusionner. Justement, tu disais, il n'y a plus d'argent là. Pourquoi alors il lâche autant pour l'Ukraine? Ses propos ne sont pas logiques vis-à-vis de ce financement, pire que tout. Pourquoi il donne de l'argent à l'Ukraine? Mais il lâche sur du crédit chimérique. Ouais, c'est l'endettement. C'est pas de l'argent des Français, c'est de l'endettement supplémentaire. C'est de l'endettement supplémentaire, bien sûr. Mais le crédit chimérique n'est pas là pour être remboursé, malgré qu'on sollicite les Français et qu'une bonne part de l'argent qui rentre sert en fait pour rembourser le crédit, mais en réalité, on est sur une économie factice, sur du crédit chimérique. On ne produit plus de richesse en France. Comment il peut donner de l'argent à l'Ukraine alors qu'on n'a plus d'industrie, on n'a plus rien, l'agriculture elle-même condamnée à disparaître, on ne produit plus de richesse. Donc ça veut dire qu'on est même plus en situation de pouvoir continuer, par exemple, de financer les aides sociales, le système social français, le système de santé. C'est pour ça que les hôpitaux, on est en train de détruire les hôpitaux, on est en train de tout détruire. Et donc, le mouvement social, il peut revenir en force que sur une base de classe. Et elle est là, la base de classe, elle existe aujourd'hui. On le voit entre les grandes métropoles et les mégapoles, avec la classe capitaliste et les couches moyennes supérieures, etc. autour, les populations d'origine extra-européenne que l'on voit dans les banlieues autour, et puis cette France périphérique qui est en dehors des grandes métropoles, qui ne baigne pas dans cette schizophrénie mégapolitaine, pas du tout, hein, c'est sûr, de la mondialisation heureuse, du mondialisme heureux, de la marchandise, etc. Et la démarcation, elle est de classe aujourd'hui, parce qu'elle recoupe les résultats des élections, elle recoupe le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des électeurs qui sont en dehors des métropoles, soit, on l'a vu dans les élections qui se sont succédées ces dernières années, soit ils ont été pour aller voter le RN, par exemple, ou soit ils se sont abstenus d'aller voter. Et donc la frontière de classe, elle est là aujourd'hui. Donc si le mouvement il doit revenir, et il reviendra à un niveau qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu même en 2018, et il reviendra sur des bases de classe, et il ne viendra pas de Paris ou des manifestations de ceux que l'on voit dans la schizophrénie mégapolitaine, des grandes villes comme Paris, Lyon. Et ils vont venir de France, voilà. entière. Enfin, il y en a qui n'y croient pas, qui me disent non, il n'y aura pas ça, ça ne peut pas revenir, il n'y aura pas de retour de manifestation monstre ou quoi que ce soit. Ben, je ne sais pas s'il faut y croire ou pas. Non mais le système, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les taux négatifs, sur le Covid, le conflit en Ukraine, montre que le système, c'est le système qui nous dit « je suis en train de mourir ».
je suis en train de mourir. Le système, il rentre dans un processus de caducité, d'auto-invalidation, parce qu'il est en difficulté à pouvoir reproduire les conditions de sa reproduction. C'est ça qui fait tomber un système. Un système ne tombe jamais parce que les hommes veulent que le système tombe, il tombe de ses propres contradictions. Toutes les civilisations qu'on a connues dans le passé, que ce soit de la période antique, la période au Moyen-Âge avec le féodalisme, ensuite, que ce soit aujourd'hui avec le capitalisme et le salariat, sont des systèmes qui ont disparu. Toutes les grandes civilisations ont disparu à partir des contradictions internes au système. J'ai Alpetri qui me dit que la France produit toujours des richesses, il ne faut pas considérer uniquement les grandes industries. Tout le système de la dette est posé sur un calcul faussé par le retrait dans le calcul de la dette des actifs d'État. Non mais aujourd'hui on a détruit l'outil industriel français, il ne faut pas le nier. Alors, je veux savoir il ne faut pas être dans le déni. Si on ne considère pas uniquement les grandes industries, qu'est-ce qui reste? Ben, il faut que l'économie européenne soit détruite, il faut que l'Europe devienne un pays de consommateurs. Et non pas un continent devienne un continent de consommateurs et non pas un continent de producteurs. Oui. On y est, hein. De production industrielle et autres. Voilà, l'industrie, elle a déjà été flinguée, donc il ne reste plus que l'agriculture européenne et l'agriculture française. Ouais, ça part aussi, ça. Les agriculteurs, ils n'ont pas trop le temps de faire des manifestations, il faut qu'ils aillent travailler, même comme d'autres aussi qui manifestaient le samedi. Hein. Mais tout le monde ne peut pas comme ça tout le temps aller manifester, ou alors envisager le tout pour le tout, mais il faut qu'il y ait masse. Et tout le monde ne va pas comme ça se dire je vais arrêter de travailler pour y aller seul, quoi. La destruction, la dégradation, la destruction du pouvoir d'achat, c'est pas une histoire de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, tout le monde va mal. On le sent. J'ai l'impression de la moitié des gens que je rencontre aujourd'hui dans la rue, j'ai l'impression de rencontrer une moitié de gens qui vont très mal et ça se voit sur eux. Et puis j'ai l'impression de rencontrer une autre moitié de gens qui font semblant d'aller bien, mais aujourd'hui, tout le monde va mal. Et les gens sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas seulement une histoire de pouvoir d'achat, etc. Il nous dit le système ne meurt pas, il s'oriente vers un autre objectif et les processus, il reste les PME, PMI, l'artisanat et les agriculteurs. Les agriculteurs avec le Mercosur. Non, la France, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, était un pays effectivement d'agriculteurs, de paysans, d'artisans, de PME, PMI. L'artisanat est toujours là. L'artisanat, il nous dit le système d'entreprise le plus important de France. Il y a toujours l'artisanat. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Je suis sûr que les gens qui disent ça, c'est les mêmes qui sont persuadés que la bourgeoisie existe toujours aujourd'hui, par exemple. La bourgeoisie n'existe plus depuis le début du XXe siècle. Le capital va apparaître en Europe, notamment dans les cités italiennes, aux alentours du XIIIe siècle. Il va se développer dans une phase dite formelle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et à partir de la Première Guerre mondiale, le capital il va se révéler à lui-même tel qu'il est, c'est-à-dire qu'à partir de la Première Guerre mondiale, le capital va passer d'une phase formelle à une phase de domination réelle, c'est-à-dire que c'est le capital financier, c'est le capitalisme financier qui va prendre la main sur le capitalisme industriel à partir. Voilà. Donc il faut bien comprendre que c'est le capitalisme financier qui a bouffé l'industriel, qui domine et qui produit. C'est le capitalisme industriel qui va produire le capitalisme financier dans sa phase formelle durant plusieurs siècles. Pendant aussi longtemps que ça sera nécessaire pour que le capital puisse se mettre en place, puisse instaurer l'état absolu de la marchandise. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, ça y est, le capital prend possession du monde entier, la marchandise devient le tout du monde. Et la finance, oui. La seule religion monothéiste en fait qui existe réellement à partir d'aujourd'hui, à partir de là, c'est la religion monothéiste du profit universel. Il n'y a plus que ça qui compte. La finance, ça accélère les choses. Alors même l'IA, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, ça accélère aussi la destruction des postes et des emplois. Oui, l'intelligence artificielle, on dit que ça crée de nouveaux boulots aussi, de nouveaux emplois. C'est l'automate central.
mondialiste qui se met en place et qui montre justement qu'aujourd'hui la valeur d'échange s'est totalement autonomisée, plus personne n'a le contrôle de la valeur d'échange. Et ceux qui croient encore aujourd'hui qu'il y a des hommes de pouvoir, des Schwab et autres qui dirigent le monde et qui se trompent en fait. Ces gens-là ne sont rien d'autre en fait que des employés aux écritures qui viennent pour formaliser par des décisions qu'ils prennent, mais qu'ils prennent sous le dictat de la marchandise. Ouais. Et voilà. Et même la classe capitaliste aujourd'hui, elle devient superflue presque à la limite, parce qu'aujourd'hui la marchandise, elle n'a plus besoin de rien pour fonctionner. Elle fonctionne admirablement en nous. Le fétichisme de la marchandise tient la société tout seul. C'est ce qui fait d'ailleurs que la politique c'est mort. Les gens descendent dans la rue aujourd'hui qui veulent à travers une nouvelle constitution, par exemple, à travers un retour de la démocratie, les gens rêvent de restaurer la politique. Les lettres de noblesse de la politique, les gens rêvent de... Mais les gens ne comprennent pas qu'à un moment donné, par exemple, la Constitution, par exemple, n'est que l'expression à un moment donné du rapport social qui produit la Constitution. C'est le rapport social, c'est le rapport social qui... Voilà. Donc les gens, à un moment donné, ils se masturbent un petit peu le cervelet parce qu'ils croient que c'est les idées qui font le rapport social. Ouais. Les gens pensent que c'est la conscience des hommes qui produit qui produit leur résistance sociale, alors que c'est le contraire. Ouais. C'est la conscience, c'est le rapport social, c'est l'existence sociale des hommes qui produit leur conscience historique. Et je comprends que ce que tu dis, ça fasse réfléchir, et qu'il y en a qui ne soient pas d'accord, ou il y en a aussi qui ne soient pas d'accord parce que c'est assez dur ce que tu racontes. Hein. C'est assez dur pour la suite. Pour ceux qui veulent qu'on soit sauvé prochainement, ou ça se passe différemment qu'un effondrement économique majeur, surtout en Europe. On ne reviendra pas en arrière. Ouais. Là, ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se détruire, on ne reviendra pas en arrière. Quand il y a eu la loi sur le mariage pour tous qui est passée, personne n'est revenu en arrière. La droite n'est pas revenue en arrière. Ouais. L'avortement, non seulement il y a une loi, non seulement on a généralisé la contraception avec la pilule, on a généralisé mais ça ne suffisait pas. On a mis le coup de pouce pour que l'avortement devienne un droit, et même un droit constitutionnel. De le faire entrer dans la Constitution. Comme si ça ne suffisait pas. Là, on est sur l'euthanasie en ce moment, on est sur la fin de vie. Alors, on tourne aujourd'hui autour de 250 000 avortements par an en France. 250 000. 250 000. Il faut savoir que du temps de Simone Veil, quand la loi Simone Veil était passée dans les années 70, je crois que j'étais en 73, je ne sais plus exactement, elle le disait elle-même que l'avortement ne devait être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel pour des situations exceptionnelles. Aujourd'hui, il n'y a plus rien d'exceptionnel. On a généralisé l'avortement. 250 000 femmes qui avortent aujourd'hui. Les médecins aujourd'hui qui pratiquent l'avortement, alors même que quand ils sortent de faculté avec leur diplôme de médecin, jurent pour donner le droit, pour le droit à la vie, etc. Et qui maintenant pratiquent la mort. Le droit à la mort. Il y a un marché, il y a encore un business dessus. Il y a une loi qui est en train de préparation, effectivement, sur l'euthanasie. Et ça va rapporter aussi, ça, je pense. Ça rapporte toujours de l'argent, il y a toujours de l'argent derrière. Ça va rapporter encore. Donc tout ça, il faut que les gens comprennent que ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, tout est bon pour faire de l'argent. La cybernétique, toutes ces choses-là, tous ces mots angliques, etc. C'est pas l'ingénierie sociale pour l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, ça n'existe pas. La cybernétique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'ingénierie sociale de la marchandise. C'est la cybernétique de la marchandise, de la valeur d'échange. C'est ce de la marchandise qui manque dans la conscience des gens. S'ils ne voient pas ça, que c'est la cybernétique de la marchandise, c'est que leur conscience, elle n'est pas arrivée jusque-là. C'est qu'effectivement, ils sont encore emprisonnés dans des mensonges, parce qu'aujourd'hui, le mensonge s'est emparé du monde. Et dire qu'aujourd'hui, la vérité ne peut s'afficher qu'en négatif des apparences, c'est qu'effectivement, on est dans une inversion totale. Tout ce qui était vrai avant est devenu faux, et tout ce qui était faux est devenu vrai. Ben voilà. Merci Michel. T'as tout dit, je crois.
Je suis désolé parce que j'ai pris la parole. Et puis, Non, mais c'est très bien. Non, c'est très bien. Non, mais je le fais avec toi. Je le fais avec toi. C'est que quelque part, fallait que tu remettes les points sur les i. Après, j'ai Alpetri qui nous dit la finance internationale et les valeurs de l'échange ne sont que des outils pour ceux qui les possèdent. Mais ce ne sont que des outils. L'intention est ailleurs. Après, tu nous as dit aussi, Alpetri, vous nous avez dit, pardon, la France s'est relevée après 45. L'action des PME et PMI et de l'artisanat. En cas d'effondrement, c'est justement sur ces acteurs de l'économie que survivra la France. Parce que les gens ne voient pas que la spéculation financière, que l'usure, ce qu'on appelle l'usure, etc. Les gens ne comprennent pas que l'usure, la spéculation financière, Ouais. le crédit, Ouais. qui débouche sur la dette, c'est d'actualité tout ça, ne sont rien d'autre en fait que des mécanismes logiques totalement inhérents à l'argent. Ouais. C'est ça la difficulté à comprendre. Donc voilà, donc les gens descendent dans la rue aujourd'hui contre Ce qui fait tourner en rond. contre la pédophilie criminelle, enfin comme je le vois en ce moment. Non, mais la pédocriminalité, ça c'est important. Alors c'est important, mais les gens ils descendent dans la rue contre ça, ils descendent dans la rue contre la spéculation financière, ils descendent pour plein de choses les gens. Mais en même temps ils ne voient pas que ce pourquoi ils sont aujourd'hui, ils descendent dans la rue, la pédocriminalité, etc., ils ne voient pas que ça, ce sont les ravages de l'argent, ce sont les effets de l'argent. Mais les gens, ils veulent surtout pas remettre, ils veulent pas qu'on y touche. Merci à Alpetri, il n'y a pas de souci. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent que tant qu'il y aura l'argent, Ouais. tant qu'il y aura l'État, tant qu'il y aura le salariat, bah, il y aura toujours la pédocriminalité, etc., etc. Et toi, pour toi, ça fait partie de tout ça, la pédocriminalité. C'est une violence de pervers quand même. Alors, ça fait partie de l'argent, toi, de la valeur d'échange. Mais parce que la pédocriminalité, c'est comme tout le reste, c'est comme la drogue, c'est comme toute forme de criminalité, c'est comme les gens qui ont une soif de pouvoir démesurée. Ça existe. Une ça, perversité qui s'est installée. La violence, ouais. La mafia, tout ce que tu veux, tout ça existe parce qu'il y a un espace social qui existe pour ça. Et cet espace social existe parce qu'il y a l'argent derrière. Oui, voilà. Il y a un gros business sur la pédocriminalité. Voilà, mais surtout, tout à l'heure je te parlais des pesticides, là, 140 000 tonnes par an, on est en train de nous empoisonner avec ça et on n'en parle pas de ça. On nous entraîne plutôt sur le réchauffement climatique, sur le CO2, etc. Parce qu'il y a de l'argent aussi. Pour faire diversion. Mais il y a de l'argent partout. Mais on ne nous dit pas que les pesticides, moi j'ai découvert que les pesticides c'est un marché de 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros en Europe. Compliqué pour un homme politique, même si certains l'ont élu, de dire non, on arrête ça. On ne fait plus ça. Il y a des lobbies assez forts et... Les gens s'accrochent à la politique, ils s'accrochent à l'économie. Les gens descendent dans la rue parce qu'ils voudraient restaurer la politique, la démocratie, etc. Donc les gens, ils ont l'espoir effectivement d'un retour de la politique. D'un homme fort qui va mettre tout ça par terre. D'un homme providentiel. De quelqu'un qui serait plus honnête. Mais la politique et l'économie, c'est pas une histoire d'honnêteté ou de malhonnêteté. C'est un système qui fait intervenir des rapports sociaux, qui fait intervenir des rapports de production, et qui fait que l'argent lui-même a des fonctionnements logiques qui sont totalement inhérents à lui-même, et donc c'est ça qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui la valeur d'échange s'est complètement autonomisée, automatisée et on ne contrôle plus la valeur d'échange. Elle s'impose d'elle-même en fait aujourd'hui. C'est ça la difficulté à comprendre. Et donc la politique et l'économie, les gens se battent aujourd'hui pour qu'il y ait une nouvelle économie, pour qu'il y ait une nouvelle politique. Ça ne change rien. Ouais, si on continue avec le même... Parce qu'on laisse en place l'argent et tous ces mécanismes logiques. Mais ils veulent repartir de zéro en faisant des guerres. Mais si après il y a trop de riches et puis il n'y a plus de pauvres, ça ne peut pas continuer comme avant. Mais c'est pas ce que je veux non plus. Mais il n'y aura pas trop de riches. Il y a des gens de plus en plus riches. Même s'il y a de plus en plus de gens qui sont riches, à la limite même, sur une planète de 5 milliards,
99% des gens, ils sont prolétarisés aujourd'hui. Ouais. Il n'y a pas 99% de gens qui sont riches. Non, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup qui sont riches que ça fout en l'air le système. C'est parce qu'en fait, ils ont épuisé en fait. Il y a des gens de plus en plus riches. Il y a une base de profit de plus en plus importante. Ouais. Et en même temps, il y a une planète qui est prolétarisée à 99%. Ouais, ils peuvent pas aller trop loin. Enfin, à un moment donné, ça s'arrête parce que parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, quoi. Les gens sont de plus en plus pauvres et de plus en plus riches, et après on arrive à un bout, quoi. Le capital ne peut exister que par l'exploitation du travail vivant. C'est le travail vivant assujetti au travail mort, machinique. Ah, mais si on fait travailler les machines. Mais les machines ne produisent pas de richesse, les machines ne produisent pas de valeur. Elles ne font que reproduire, que accélérer, si tu veux, la reproduction la production de valeur qui est cristallisée en elles par le travail humain. On nous parle des machines et après du salaire universel. C'est une imposture, le salaire universel. Ouais. C'est une imposture. Le salaire universel, on l'a avec le RSA. Il y a le RSA en France à 600 €, il y a le même RSA en Roumanie à 300 €. Et on permet aujourd'hui en Europe, au sein même de l'Europe, qu'un Roumain, parce qu'il est membre à part entière de l'Union européenne, quand il vient comme travailleur détaché en France, ou même s'il n'a pas de travail, il est libre de venir en France en étant avec le statut de chômeur. Et dès l'instant qu'il met le pied en France, il touche plus. Tout de suite, il touche le RSA français de 600 €. Ah d'accord, ils vont tous venir en France alors. C'est ça qui est en train de se passer, Rémi. Je ne sais pas si des gens ils ont conscience de ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, voilà. Mais c'est pareil aussi avec le regroupement familial. Et attention, le salaire moyen mondial, il est dans les 300 $, 300 €, 250 €. Ce qui fait que quand on voit ce qui se passe en Europe, on se dit on est bien en Europe. Oui, et quand je te dis 300 € en Roumanie, c'est celui d'un salaire. Ouais. C'est pas du RSA en réalité. Oui. Je crois que c'est le salaire moyen en Roumanie, je sais pas, il est de quelques centaines d'euros. Et donc le mec, il peut toucher la même chose en venant en France, sans travailler. Et c'est pareil avec des populations qui viennent de extra-européennes. Par exemple, par le biais du regroupement familial, un mec, dès qu'il a l'âge d'être à la retraite et qui vient en France dans le cadre du regroupement familial, bénéficie tout de suite, très vite, du minimum vieillesse. Et moi, je dis... alors que le mec, il n'a jamais cotisé un centime d'euro de sa vie en France. Moi, je trouve ça logique. Moi, je dirais que quelque part, peut-être qu'on ferait pareil à leur place. Et que quand il y a un système, on l'utilise ou pas, quoi. Après, il y en a qui vont dire « Ah bah non, c'est pas bien ». Oui, mais bon, sauf que si on faisait la même chose dans un autre pays, on flinguerait n'importe quel pays. Fait la même chose de ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est ça qu'il faut voir. Il faut se mettre des deux côtés pour voir les choses. Il faut sortir un peu de soi-même pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Mais si on pratiquait la même chose aujourd'hui par rapport au système en France, dans n'importe quel pays dans le monde, peu importe que ce soit sur le continent asiatique, africain, américain ou autre, on flingue n'importe quel pays avec ça. On flingue le pays parce qu'on flingue son système social, etc. Bah, le nôtre, il est déjà flingué alors. Comment ça, le nôtre, le nôtre aussi est flingué. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Par exemple, les spécialistes de démographie disent tous, tu as vu, s'entendent pour dire majoritairement qu'à partir de 2050, la population française va basculer. Tu as entendu parler de ça? Au niveau de gens qui arrivent sur place. Par rapport aux gens qui arrivent, oui. La population française, la démographie, elle va faire basculer la culture française. Ah, la culture? Ah oui. La majorité qu'il va y avoir à partir de 2015 en France, et à partir de 2015, ce sera une majorité de gens qui seront... Pas 2015, 2030 Non, 2050. À partir de 2050, donc les démographes... la plupart des pays s'entendent pour dire qu'à partir aux alentours de 2050, la démographie telle qu'elle est en train de se développer en France, elle va faire que la majorité de la population française va basculer dans une culture qui est extra-européenne. Ça va arriver. Après, il y a plein de gens qui vont dire mais non, ça n'arrivera jamais parce que c'est la France. Ça arrive. Les gens étaient remontés contre le CETA est passé. Les gens étaient remontés contre le mariage pour tous, le mariage pour tous, il est passé. Après, on est sûr de rien, la Pétri nous dit que c'est une prévision qui ne se réalisera pas. Bon, bah à voir. Bien sûr, mais les gens, effectivement, ils sont dans leurs illusions par rapport à ça.
tout ce qui a été détruit en France ne reviendra pas pourquoi? Parce qu'il y a un principe, parce que quand on a une idée un petit peu de l'histoire, quand on a conscience un petit peu de ce qu'est du fait que l'histoire en fait fonctionne sur des nécessités, qu'il n'y a pas de hasard, etc. Enfin, je veux dire, mais tout ce qui est détruit est détruit. L'histoire ne repasse jamais les plats, comme on dit. Voilà, on ne revient jamais en arrière. Il faut que les gens comprennent qu'actuellement, la France est en train de se détruire, en train d'être détruite. Son industrie a été détruite, son agriculture est en cours de destruction, et que les choses, elles vont aller au bout. Ouais, bah à voir après si ça va au bout ou pas. En tout cas, on est parti dans une direction. Merci Michel, Voilà. on va arrêter maintenant. Voilà. Mais merci, on reste un petit peu entre nous avec Michel. Merci Michel. Merci à vous, on se retrouve demain pour un nouveau direct et je remercie Michel d'avoir été là ce soir. À voir si ça se fait comme ça ou pas. Merci vous tous. Merci à Michel pour ses précisions. Merci à tous. Demain, aux horaires habituels, on se retrouve. Merci, merci, merci et bonne soirée. Merci à tous. Il te remercie. Merci Michel, il te remercie. Merci Michel, merci. Merci beaucoup. On va rester un petit peu entre nous en dehors du direct. Hein, Je vais te laisser. Hein. Non mais tu restes 5 minutes. Si tu veux, je reste 5 minutes. Parce que là, tu fais ton direct.